Il était environ 12h15, lorsque je suis entrée dans la clinique de santé communautaire du comté de Johnson. J'étais là pour un rendez-vous que j'avais fixé, il y a des semaines. Juste un examen de routine. Ce n'était pas un nouvel endroit pour moi. J'y étais allée plusieurs fois auparavant. Cependant, l'endroit avait une étrange sensation nostalgique. Comme s'il s'agissait d'un lieu de mon enfance, ou quelque chose comme ça. Et je ne pouvais jamais déterminer ce qu'était exactement ce sentiment, ni d'où il venait. En entrant, un sentiment écrasant de déjà-vu m'envahit. Le bourdonnement des lumières fluorescentes vacillantes, le carrelage blanc au sol, la peinture beige qui colorait les murs. J'ai remarqué qu'il y avait une télévision installée dans le coin, un écran plat assez petit, qui jouait un court diaporama PowerPoint sur une boucle d'annonces et d'événements organisés par la clinique. Je passais devant la salle d'attente vide, une petite zone de la pièce principale avec des magazines, des jouets pour enfants et des chaises rembourrées bleues. Et je m'approchais de la femme à la réception. Elle était assise dans sa chaise de bureau bleuâtre, regardant une feuille de calcul sur le même bureau Windows XP qu'ils avaient depuis 2008. Il y avait une fiche de renseignement sur le comptoir devant moi. « J'ai rendez-vous avec le Dr Pebbins », j'ai demandé. « Quelle heure ?» 12h30. Ai-je répondu. Elle commença à taper quelque chose sur son clavier. « Ah oui !» a-t-elle répondu. « Gary Johnston ?»« Oui, je vais le dire au médecin. Remplissez ceci, s'il vous plaît. » Elle m'a tendu un bloc-notes, contenant un simple formulaire à remplir. Je suis retournée dans la salle d'attente. J'ai pris un siège, et j'ai commencé à remplir le formulaire. J'avais à peu près terminé de remplir mes informations, lorsque je me suis effondrée sur ma chaise. Je n'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente, et j'étais épuisée. Alors que je m'effondrais, je remarquai quelque chose de très étrange. Ma tête ne heurtait jamais le mur. En fait, j'avais l'impression qu'elle entrait dedans. Je me suis levée, assez effrayée, et j'ai regardé le mur. Rien. Pas un seul trou ou bosse n'avait été fait dans le mur par ma tête. Alors, j'ai tendu la main pour toucher le mur, et mes doigts l'ont traversé. Je reculai sous le choc. Qu'est-ce que c'était que ça, pensais-je, alors que je touchais à nouveau le mur. Seulement pour trouver mes doigts coupés une nouvelle fois. Puis, tout à coup, j'ai perdu l'équilibre. J'ai trébuché et je suis tombée directement à travers le mur. Je suis tombée la tête la première sur une moquette sale et bronzée. En me relevant, j'ai réalisé que j'étais dans une pièce complètement différente. Eh bien, en fait, pas vraiment une pièce en soi, plutôt un ensemble de pièces, toutes reliées par des ouvertures. Les murs étaient recouverts de papier peint à motif beige brut. Il y avait aussi une odeur écrasante de moquette humide. Je me suis retournée, et j'ai essayé de mettre ma main à travers le mur, et ça ne passait pas. « D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmurai-je. J'ai regardé de nouveau dans la pièce. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte, rien sur les murs, à part ce papier peint dégoûtant. C'était complètement vide, à part une chaise d'école en plastique bleu. À ce stade, la seule chose qui me traversait l'esprit était la peur et la pensée répétitive. Je dois partir, en boucle dans ma tête. J'ai commencé à courir à travers les pièces, essayant désespérément de trouver une sortie. Mais en vain. Il n'y avait pas de sortie. Était-ce mon emplacement permanent jusqu'à ma mort ? Non. Il devait y avoir une issue. Je n'allais pas rester ici, n'est-ce pas ? Finalement, tôt ou tard, quelqu'un remarquerait que j'étais partie. Mais personne ne l'a fait. Puis, au loin, j'ai entendu des pas. Mais pas ceux d'un humain. Du moins, pas d'un humain normal. À côté des pas, il y avait un grognement gargouillant, comme celui d'un animal en colère. J'ai commencé à courir. J'ai couru aussi vite que possible, pour fuir tout ce qui m'approchait. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mais j'étais toujours de retour dans la même pièce. Celle où j'avais commencé. Du moins, cela ressemblait à la même pièce. Non pas que je puisse les différencier. Alors, je me suis assis, vaincu.
Un sentiment de terreur envahit mon corps. Je commençais à pleurer. J'allais mourir ici. Je suis encore là. Je ne suis pas partie. J'ai accepté mon destin. En fait, je peux entendre des pas. Je me demande qui c'est. Avoir un jumeau, c'est toujours très compliqué. Les fringues, les jalousies, les petites amies. Tout est tellement compliqué quand on est deux. Pour Tom et moi, c'était la même chose, je crois. On passait notre vie à nous disputer. Maman me rappelle toujours la fois où on a cassé une vitre en se battant. Pourtant, on s'est aimés. Vraiment. Petit, je n'avais que lui. Et je ne sais toujours pas si c'était un choix ou si les gens m'évitaient. Et même si en grandissant je m'étais sociabilisée, au final il était bien la seule personne qui a importé pour moi. Avant qu'on aille se coucher, il me disait toujours que les monstres n'étaient que dans la tête, et que si je n'y croyais pas, ils ne viendraient pas. Je le croyais vraiment. Tant qu'on ne croit pas à quelque chose, ça ne peut pas nous atteindre. Mais moi, j'étais un gosse qui aimait bien se faire peur. Alors je continuais à y croire. Même si Tom me disait que ça n'existait pas. Puis on a grandi. Et on a commencé les conneries. Des ados de base. Tom avait toujours des idées cool. Et j'aimais bien traîner et faire des conneries avec lui. C'était mon frère. Qui plus est mon jumeau. Je le suivais donc sans réfléchir. J'avais une confiance aveugle en lui. Un jour, on s'est retrouvés dans une vieille baraque délabrée. Et, comme d'habitude, je me faisais flipper tout seul sans aucune raison. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Et mon cerveau m'envoyait des images glauques par paquet de 1000 à la seconde. Tom était juste devant moi. Lui aussi voulait se mettre un petit coup d'adrénaline, je pense. Mais il avait l'air un peu déçu. Il l'était, jusqu'à ce que l'odeur arrive. On a ouvert une porte au hasard, et c'est là qu'on l'a senti. Une odeur de charogne. Il avait ouvert en grand pour qu'on puisse entrer. Je n'avais jamais vu autant de bordel de ma vie. Même notre chambre était rangée à côté de cette piaule. Je me souviens que mon regard ne s'est pas tout de suite fixé sur des points précis, mais que j'ai d'abord vu l'espace dans son ensemble. Je me souviens des mouches qui s'agitaient et qui tournoyaient près du lustre, et un peu partout autour de nous. Je me souviens aussi d'un livre à la couverture poussiéreuse. C'était Orgueil et Préjugés. Je m'en rappelle bien parce que je venais de le terminer, quand Tom avait insisté pour qu'on entre dans cette vieille baraque. Mais ce dont je me rappelle le mieux, c'est le sourire de Tom. Un sourire heureux et excité. C'est génial. A-t-il dit en s'avançant dans la pièce. Je n'étais pas sûre que ce soit si génial, mais il a fini par m'en convaincre. C'est vrai que c'était excitant. Et puis c'était toujours mieux que de glander à la maison. Je ne sais plus vraiment comment on les a trouvés. Mais le fait est que l'odeur de viande pourrie venait de plusieurs cadavres de chats. J'ai froncé les narines en voyant ça. Ils étaient là, à moitié bouffés par les vers. Et si certains avaient l'air d'être morts naturellement, je me demande toujours comment le petit gris s'est retrouvé éviscéré avec les yeux crevés. Après ça, on est rentré à la maison, et je suis allée voir Jessie. Je devais l'aider en français, je crois. Peu importe. Je sais seulement que Tom n'est pas venu avec moi ce soir-là chez Jessie. Et quand je suis rentrée quelques heures plus tard, il n'était toujours pas là. Je n'avais pas fait attention sur le moment. Vers 11h, quand je suis allée me coucher, il me l'a dit. Il m'a dit que les monstres étaient dans ma tête, et que tant que je n'y croyais pas, alors ils ne viendraient pas. Il m'a embrassé sur la joue et s'est couché à côté de moi. Je ne me souviens toujours pas à quel moment il était rentré. Il s'est passé à peu près une semaine avant que maman ne débarque. On était dans le salon, Tom et moi. On regardait un talk-show stupide en commentant sur le canapé. C'est là qu'elle est arrivée. Complètement affolée, et pleurant à chaudes larmes. Elle a hurlé mon prénom. Alors je me suis levée précipitamment. Tom sur mes talons pour la rejoindre dans le garage. Et je l'ai vu moi aussi. Un petit chat, roux cette fois, avec les tripes à l'air et les yeux perforés.
Mon estomac s'est retourné brutalement, mais je n'ai pas vomi. Ma mère me regardait de la même façon que quand elle attendait une explication concernant une mauvaise note ou une convocation chez le proviseur. Les larmes et le dégoût en plus. Est-ce qu'elle m'accusait vraiment de cette atrocité? Moi, le gamin qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui libérait les araignées? J'ai compris que oui. Et j'ai aussi compris que je la dégoûtais, alors que je n'avais rien fait. Elle n'avait aucune preuve de ma culpabilité. Mais rien que l'idée que je sois en mesure de faire ça l'a révulsée. Je pense que ça m'aurait fait la même chose de toute façon. Ma mère est sortie en me demandant de nettoyer. Elle ne m'a pas adressé un seul regard. Je me suis tournée vers Tom, qui n'avait pas l'air si affecté que ça. Je trouvais ça horrible, mais j'avais quand même envie de comprendre. Et puis j'ai vu cette petite lueur presque amusée dans son regard. Je l'ai regardé un moment sans rien pouvoir dire. Puis je lui ai demandé si c'était lui. Bien sûr. Au fond de moi, j'avais déjà la réponse. Mais il fallait que je l'entende. Qu'il me confirme cette horreur. Il a haussé les épaules. Ouais, c'est pas si grave. Faut qu'on nettoie tout ce bordel. Je pensais que si. C'était quand même plutôt grave. Mais bon. Peu importe finalement. Alors on a nettoyé, tout simplement. Il y en a eu d'autres. Parfois décapités, parfois simplement étranglés, le plus souvent noyés. Je continuais de croire que c'était grave. Mais Tom disait le contraire. Et en général, c'est lui qui avait raison. Et puis de toute façon, Disait-il. ils auraient fini écrasés sur la route. Et puis il y a eu cette soirée de frissons chez Jessie. Pour la première fois, Tom venait avec moi chez elle. Elle organisait cette soirée depuis des semaines. Et était heureuse que ses parents aient accepté de lui laisser la maison. Elle avait invité tous ses amis, dont moi. Elle ne connaissait pas Tom. Après tout, nous n'étions pas dans la même classe, lui et moi. Mais m'avait dit de l'emmener. Que plus on était, mieux c'était. Elle avait aussi dit de se déguiser. Et Tom avait été réticent. Mais à force de persuasion, il avait fini par accepter. J'aimais bien le personnage de Jeff. Puis le maquillage était assez simple, alors j'avais noirci le contour de mes yeux, ébouriffé mes cheveux, et tracé un sourire de l'ange sur ma peau, qui était naturellement assez pâle pour se passer d'un fond de teint blanc. J'avais même scarifié un de mes pulls blancs, que j'avais sali de colorant rouge, et n'avais pas eu besoin de déchirer un jean noir, puisque j'en avais déjà un. Tom, lui, s'était transformé en zombie pour la soirée. On était arrivé chez Jessie sur les coups de 21h30. C'était une petite fête tranquille, où tout le monde se connaissait un peu, puisqu'on faisait partie de la même classe. Cependant, personne ne connaissait Tom, et c'était normal. Il n'avait parlé à personne mis à part moi, et n'était pas vraiment à l'aise ici. Je lui ai proposé de partir, mais il a refusé plusieurs fois. Je ne sais plus vraiment comment s'est déroulée la soirée. Je sais que j'ai un peu bu, mais pas au point d'oublier quoi que ce soit. Ça devait être banal, je suppose. Rien d'assez marquant pour que je m'en souvienne. Vers minuit, j'ai retrouvé Jessie un peu à l'écart. Elle était un peu ivre et riait de tout. On discutait tranquillement, et je n'avais pas noté la disparition de mon frère, avant qu'il ne réapparaisse, attaquant délibérément la jeune femme. J'ai crié, je lui ai demandé ce qu'il faisait, alors qu'il l'a frappée et que du sang commençait à couler de la bouche de Jessie. Je crois qu'elle était inconsciente parce qu'elle ne criait pas. Ou alors je hurlais trop fort pour l'entendre. Mais elle n'avait pas l'air de se débattre non plus. Tom me disait de la fermer. Que j'allais rameuter tout le monde si je continuais à gueuler comme ça. Alors j'ai arrêté de crier. Et il m'a demandé de l'aide. J'ai porté le corps de Jessie jusque dans la salle de bain, sans trop comprendre ce que je faisais. Tom a ouvert le robinet de la baignoire et a fermé le bouchon pour faire couler un bain. Je ne comprenais rien. Pourquoi est-ce qu'il voulait prendre un bain tout à coup? Il a sorti un petit couteau de sa chaussure, et moi je le regardais faire. Il était fasciné par ce qu'il faisait, par la lame qui entrait dans la chair de Jessie, et le liquide rouge qui s'échappait de son corps. Moi j'étais fascinée par mon jumeau. Je n'avais plus peur de ce qu'il faisait. Je ne trouvais plus ça grave, seulement fascinant.
Je me suis agenouillée à côté de lui pour mieux le voir faire. Quand il a eu terminé de mutiler Jessie, il m'a fait signe de l'aider à la soulever, et on l'a plongée dans l'eau qui a rougi immédiatement, à cause du sang qui coulait de ses plaies. Tom avait fait attention que son nez et sa bouche se retrouvent bien sous la surface de l'eau. Et nous avons quitté la soirée. Peu de temps après, les flics sont venus et nous ont emmenés. Tom et moi. Ils avaient des preuves apparemment. Mais ils ont dit que je devais voir un psy, avant d'être inculpé. Inculpé pour meurtre apparemment. Mais bon. Elle aurait fini par mourir de toute façon. Le psy m'a longuement parlé de tout un tas de choses, dont je ne me souviens absolument pas. Je m'en foutais complètement. La seule personne que j'écoutais, c'était Tom qui se foutait de sa gueule. Je tentais de cacher mon rire, mais c'était peine perdue. Et le psy m'a demandé ce qui était drôle. Je ne lui ai pas répondu. Bill, les monstres sont dans ta tête seulement parce que tu y crois. Si tu n'y crois plus, ils partiront. Je n'ai pas compris. Et puis il m'a tendu un article daté du 2 mars 2004. J'avais 5 ans à l'époque. Drame familial. Le petit Tom, 5 ans, est mort dans un accident de voiture. Sa mère, Simone Collitz, 26 ans, est miraculeusement sauve. Ryan claqua son dos contre le mur et glissa lentement, assis sur le sol de la salle de bain. L'odeur féreuse du sang emplit ses narines et le repoussa partiellement. Il ferma les yeux pour saisir l'instant après son crime. Il sentit l'eau s'infiltrer dans les tissus de son jean, le liquide le tirant comme de minuscules mains vers le bas. Il pencha la tête en arrière, avant d'ouvrir les yeux pour fixer le plafond jaune taché de fumée. Ses yeux bleus scintillèrent un instant. Une vague de nostalgie le submergeait comme un courant chaud. « J'habitais ici », pensa-t-il dans un moment de réflexion. J'avais l'habitude de fixer ce plafond tous les jours. Sa poitrine se soulevait d'épuisement. Repoussant lentement son dos de plus en plus loin du plafond, le mur carrelait derrière lui. Quand il le remarqua, il se réajusta pour s'asseoir bien droit, regardant maintenant directement devant lui. Les carreaux autrefois blancs de la salle de bain étaient bien en vue. La plupart d'entre eux étaient simples, mais le bord extérieur des tuiles avait un cadre cursif subtil, entourant les murs ternes. La mère de Ryan avait conçu la salle de bain. Elle avait décoré tout l'appartement quand il l'avait acheté. Elle en a toujours été si fière. Son père semblait être occupé, soit à travailler, soit avec ses amis pour s'occuper de la décoration de l'appartement. Ça, ou il était trop ivre pour s'en soucier. Ryan secoua la tête et passa ses doigts dans ses cheveux bruns foncés, pour se ramener au présent. Il avait été trop rattrapé par le passé pour voir les nouveaux détails écœurants sur les carreaux. Il se leva, marchant devant le corps à moitié submergé dans l'eau du bain, maintenant froide et bordeaux. De multiples coups de couteau jonchant son torse et ses bras. Il jeta un regard oblique au corps. Elle doit avoir la moitié de mon âge, pensa Ryan. Les poings fermement serrés. L'un tenant maintenant un petit couteau de cuisine. Il s'arrêta et se corrigea. Est-ce que elle avait la moitié de mon âge ? Elle avait teint ses cheveux blonds avec une couche noire en dessous. Ses ongles étaient ornés de petits motifs de licorne et de dragon. Ce qui devait bien passer dans l'école où elle travaillait. C'était une femme petite mais trapue. Et d'après les souvenirs de Ryan, elle avait une voix basse et grondante, cassée par une douzaine d'années à fumer 30 cigarettes par jour. Un match parfait pour papa alors, disait-il toujours. Ryan se figea soudain. Il jeta le couteau ensanglanté devant lui dans la chambre, et agrippa ses cheveux à 2 mains. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal, se dit-il en se balançant doucement en restant debout. Des larmes montèrent au coin de ses yeux, et il trembla de peur. Il prit quelques respirations profondes, et il cessa soudainement de trembler. Ses mains retournèrent à sa taille, et ses yeux s'ouvrirent, semblant maintenant froids et sans remords.
L'appartement était minuscule maintenant que Ryan y était revenu à l'âge adulte. La salle de bain menait directement dans la chambre principale. Il se souvenait de quelques bons Noël dans cette pièce avec ses parents. Tous blottis, ouvrant des cadeaux et mangeant des bonbons. Maintenant, tout ce qu'il pouvait voir était la tromperie. Il jeta un dernier coup d'œil à la scène du meurtre, prenant conscience de ce qu'il avait fait pour la dernière fois, avant de fermer la porte. Il ne supportait plus l'odeur. La chambre apportait un nouvel arôme à son nez, l'alcool. Le passe-temps préféré de son père, disait-il toujours à ses professeurs. Ils en riaient généralement, comme d'une blague drôle faite par un enfant stupide, mais c'était vrai. Sa mère a toujours essayé de limiter sa consommation d'alcool et de cigarettes, en particulier autour de Ryan. Mais cela ne s'est jamais bien terminé. Il donna un coup de pied dans une bouteille vide de whisky bon marché, avec ses bottes noires, laissant derrière lui des empreintes rouges. Cette pièce était aussi décolorée par la fumée de cigarettes. Les souvenirs des moments qu'il avait passés ici ont essayé de rentrer dans le chaos qu'était son esprit à ce stade. Mais il les a coupés. C'est du passé. Concentre-toi sur le présent, se disait-il en continuant de sortir de la chambre et se diriger vers le salon. Il était passé devant toutes les autres pièces pour pouvoir faire l'acte, et n'avait pas remarqué grand-chose depuis le salon. La pièce était essentiellement sa chambre. Maman lui délimitait toujours un coin pour jouer et faire ses devoirs, quand elle n'aidait pas papa à sortir d'un bar, ou qu'elle n'occupait pas 2 emplois, pour compenser le dernier licenciement de papa. Le canapé, maintenant un musée pour les vieilles bouteilles de bière vides, était le lit de Ryan. Le voir dans un tel état de délabrement lui faisait horreur. Il se souvenait de beaucoup de bons moments à regarder la télévision un samedi matin. Le son montait aussi fort que la télé pouvait le supporter. Il savait toujours pourquoi il était aussi fort. Il l'entendait entre les programmes ou les pauses publicitaires. L'éclaboussure de vomi frappant l'eau des toilettes. Le cliquetis des bouteilles qui claquaient sur le sol. Et les concours de cris que sa mère et son père avaient régulièrement. Le claquement de mains aigu et fort rencontrant la joue. Le silence assourdissant qui suivit. Les portes qui claquent, alors que son père quittait l'appartement pour le bar. Le doux bruit sanglotant de sa mère, pleurant près de la table de chevet. Parfois, Ryan rentrait dans la pièce pour la serrer dans ses bras, et lui dire que tout allait bien, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait. Elle lui souriait et lui caressait les cheveux, les larmes coulant le long de sa joue et de son œil meurtri lentement. Ryan trembla une fois de plus de rage. Il donna un coup de pied dans une bouteille vers le téléviseur, la brisant avec un flash électrique. Il se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Il se souvint du jour où sa mère avait fait de même. Son père à genoux, sanglotant comme un enfant gâté en passant devant lui, suppliant comme un chien affamé. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle ne les montrait qu'à Ryan. Elle ne voulait pas donner cette satisfaction à son père. Elle attrapa quelques petites choses dans la cuisine et sortit avec un claquement assourdissant. Ryan s'est souvenu de son père hurlant de désespoir, pendant une bonne heure après son départ. Ryan regardant silencieusement depuis la porte d'entrée. Quand il leva les yeux de ses mains trempées de larmes, il eut un air de pure rage. La tirade verbale qui sortit de la bouche de son père n'avait rien de nouveau pour Ryan. Mais cette fois, elle ne le visait qu'à lui seul. Ryan était dans la cuisine, debout, exactement au même endroit que sa mère 12 ans plus tôt. Elle avait quitté l'État pour se rapprocher de ses parents. Elle avait du mal à s'installer dans une nouvelle maison. Tu ne peux pas lui en vouloir, pensait toujours Ryan. Tout ce qu'elle avait traversé. Heureusement, grand-père et grand-mère se sont occupés d'elle et l'ont aidée. Ryan a vu sa mère quelques jours avant de retourner dans son ancienne maison. Elle avait l'air vide, presque comme une poupée, à cause de ses regards vides et de ses mouvements. L'amour était toujours là, mais elle ne pouvait plus le montrer. Son désormais ex-mari, l'homme qu'il appelait honteusement son père, avait eu un impact beaucoup plus profond que lui-même n'aurait pu l'imaginer. Et il allait le payer. Ryan a lavé le sang qu'il a pu voir sur lui-même, et a humidifié ses cheveux pour faire sortir le reste. Il se tenait face à la porte, prêt à partir pour la dernière fois. Il l'ouvrit, et se dirigea lentement vers les ascenseurs. Lorsqu'il tourna au coin du couloir,
Il tomba nez à nez avec une silhouette familière. La tignasse grisonnante de cheveux bruns foncés, les yeux bleus pâles, et l'épaisse moustache perchée au-dessus d'une bouche pleine de dents pourries. La silhouette grande mais trapue qui lui faisait face était son père. Les deux hommes ont été choqués dans le silence. Au moment où le vieil homme ouvrit la bouche pour injurier Ryan, le dernier chapitre de sa vie dans cet appartement revint à la surface. Les coups quotidiens étaient à nouveau de nouvelles blessures, saignant comme s'il avait été tranché par une fine lame. La batterie verbale constante était de retour, à la fois dans son esprit et devant lui, alors que le vieil homme criait et hurlait de quitter sa propriété. Il se tut soudain, lorsqu'il remarqua une traînée vive sur la chemise de Ryan. Du sang. Leurs regards se rencontrèrent pendant ce qui sembla être une éternité. Son père a été le premier à craquer. Ryan lui rendit son regard. Une expression sans émotion, rappelant celle que sa mère portait désormais en permanence. Le vieil homme se précipita vers son appartement, laissant tomber un grand sac en plastique, rempli de vin et de cigarettes. Un autre moment de silence inonda le couloir, avant qu'un cri à glacer le sang ne se fasse entendre derrière la porte. Ryan resta un moment debout, avant de se tourner et de continuer vers les ascenseurs. Il sait enfin ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'il aime vraiment, pensa-t-il, alors que les portes de l'ascenseur se refermaient lentement devant lui. Un sujet curieux et un poil étrange. J'ai l'habitude de visiter le Deep Web de temps en temps. Et, même s'il devient de plus en plus connu, il existait déjà avant. Il a toujours existé. Il y a quelque temps, j'étais tombé sur quelque chose que je trouvais intéressant, mais qui n'avait aucun rapport avec ce que je cherchais. Du coup, je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais là, j'ai passé la matinée à chercher des trucs sur ce que j'avais vu, car j'ai pensé que vous aimeriez connaître une histoire que je qualifierais de coïncidence intrigante. Avant de commencer cette histoire, je vous fais un bref résumé de ce qu'est le Deep Web. Beaucoup connaissent déjà, ou en ont entendu parler. J'en suis certaine. Les contenus du Deep Web ne connaissent pas les limites du web conventionnel. Et les choses bizarres, et même inhumaines, sont abondantes. En résumé, sur le Deep Web, on peut trouver tout ce que Google et les autres moteurs de recherche condamnent. Et ça pour une bonne raison. Le contenu du Deep Web est généralement illégal. Pour naviguer sur le Deep Web, vous avez besoin d'un navigateur spécifique. Mais ce que la majorité des personnes ne savent pas, c'est que le Deep Web possède plusieurs niveaux de profondeur. Et même certains logiciels conçus spécifiquement pour la navigation sur le Deep Web ne sont pas capables d'atteindre ces niveaux. Ce dont je veux parler, c'est du niveau le plus profond du Deep Web, le Marianas Web. À côté de Mariana, le Deep Web, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Beaucoup pensent avoir eu accès à des informations privées et bizarres sur le Deep Web. Mais la vérité est que la majorité des choses qu'ils y ont vues sont des fakes. Une petite vidéo d'une personne qui se fait décapiter, un animal se faisant brûler vif. En ayant vu ça, beaucoup pensent avoir atteint les tréfonds du Deep Web. Mais c'est une erreur. Le tréfond est tellement difficile d'accès que même le FBI peine à y accéder. Sans une personne de l'intérieur pour vous donner les instructions, et sans l'aide de logiciels spéciaux, vous ne saurez pas atteindre le fond du Deep Web. Si vous êtes têtu, et que vous tentez le coup, ce que je ne recommande pas, et que vous avez un PC uniquement pour ça, sachez que là-bas, on ne rigole pas. Maintenant que j'ai fait ce résumé, je vais vous raconter une petite histoire. Dans le Marianas Web, il existe un site appelé Devilmate. Il s'agit d'une secte satanique, bien différente de ce que vous pensez connaître. Pour commencer, leur local est sur un forum, et ils acceptent n'importe qui comme membre. Ceux-ci doivent évoluer après avoir accès à diverses informations, et l'unique moyen d'évoluer au sein de ce groupe est la pratique de rituels bizarres, qui devront être filmés, pour prouver que cela a bien été fait. Les membres possèdent un niveau allant de 1 à 66. Les membres de niveau 1 ne peuvent pas faire de rituels. Ce sont basiquement des lecteurs. Après un temps, la personne décide si oui ou non, elle veut faire partie de la secte, et obtient le niveau 2. À partir de là,
les choses sérieuses commencent. Boire le sang d'une poule noire, manger cru le cœur d'un porc, boire les règles d'une jeune fille vierge. Voici quelques-unes des obligations qu'ont les membres, afin de progresser au sein de la secte. Et croyez-le ou pas, il existe beaucoup d'autres rituels, encore plus macabres et cruels chez eux. Mais la question est, pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Ou mieux, en échange de quoi? La réponse est l'argent et la gloire. Le but de Devilmate est de former un groupe de personnes qui ont bien réussi financièrement. Enfin, c'est là leur raison d'exister. C'est toujours au prix de rituels bizarres et glauques. Mais on dirait que les membres sont globalement satisfaits du résultat. Cela fonctionne de cette façon. Pour chaque niveau, le membre pratique un rituel. Après ça, les anciens, je pense que ce sont les modérateurs ou les chefs de la secte, transmettent aux membres une espèce de manuel détaillé, des actions à accomplir pour garantir son succès financier. Par exemple, si la personne gère un fast-food, il lui suffira de suivre certaines règles et rituels pour que son affaire soit prospère. J'ai vu beaucoup de membres traîner là-bas, mais il y en a un, plus que les autres, qui a retenu mon attention. Le membre Gnod. Ce membre paraissait avoir un niveau assez élevé. Sur un poste du forum, Gnod avait reçu une tâche finale, pour atteindre le premier niveau de prospérité. Il avait déjà dû accomplir d'autres tâches avant. Mais avec celle-ci, il passerait au niveau 27. Et il semble que c'est à ce niveau-là que les choses commencent vraiment à avancer. Après avoir accompli cette tâche, il avait reçu la liste de ce qu'il devait faire pour atteindre le succès. Ces instructions sont cryptées, et ne pouvaient être lues qu'avec l'une des clés spécialement conçues par les Devilmate. Seuls les membres de confiance y ont accès. Avant que vous me demandiez comment j'ai réussi à y accéder, non, je ne suis pas une membre, et je ne suis impliquée dans aucune de leurs actions. J'ai juste réussi. C'est tout ce que vous devez savoir. Le texte crypté contient, entre autres, le code source d'un logiciel que Gnod devait développer. Le code n'est pas complet, mais ce logiciel devait rapporter beaucoup d'argent à Gnod. Cette discussion remontait à fin 2012, et il s'agissait d'un jeu qui devait tourner sur les plateformes iOS et Android. Après la sortie du jeu, Gnod devait accomplir un nouveau rituel, et à partir de là, son succès serait absolu. En d'autres termes, Gnod aurait réussi financièrement. Maintenant, voici la raison pour laquelle ce sujet a attiré mon attention. Voyez l'image. Vous remarquez quelque chose de familier? Le dessin d'un petit oiseau sur cette image est le même que celui d'un jeu appelé Flappy Bird. Le jeu a été un franc succès, et son créateur a gagné énormément d'argent, et en gagne toujours grâce à lui. Et, aussi fou que cela puisse paraître, sans motif, cause ou raison communiquée, le développeur a décidé de publier sur son compte Twitter que le jeu allait être retiré de la vente. Il ne donne aucune raison, juste « je ne peux plus le supporter ». Les coïncidences sont nombreuses. Les instructions sur le forum des Devilmate incluent le sprite de Flappy Bird, bien longtemps avant la sortie du jeu. Il faut aussi noter que Gnod, lu à l'envers, donne Dong. Le jeu Flappy Bird ayant été développé par Dong Nguyen. Gnod et Dong sont-ils la même personne? Pourquoi Flappy Bird, qui rapportait des millions de dollars par jour, a-t-il été retiré du marché avec une simple phrase « Je ne peux plus le supporter » Cette histoire n'est-elle qu'une suite de coïncidences? Ou y a-t-il quelque chose de louche derrière tout ça? Pensez ce que vous voulez. Je ne fais que des suppositions. Mais si tout ceci a bien un lien, on peut se demander ce qui serait arrivé si Gnod était allé jusqu'au bout de son entreprise. En guise d'avertissement pour tous ceux qui souhaitent continuer à écouter ceci, sachez que ce que je m'apprête à vous raconter est une histoire vraie. Le déni ne vous apportera aucun réconfort. Mais dans ce cas, l'ignorance est probablement une bénédiction. En 1817, un homme nommé John Bell a acheté une grande quantité de terres agricoles du comté de Robertson, dans le Tennessee. Peu de temps après avoir emménagé sur la propriété,
Belle a abattu un étrange animal dans son champ de maïs. Il l'a décrit comme ayant la tête d'un lapin et le corps d'un chien. L'événement a déconcerté les médecins locaux, car une telle chose ne devait même pas être possible. Au fil du temps, la famille a commencé à entendre des bruits semblables à ceux des rongeurs, des bruits d'intrusion et des coups, tous provenant de l'extérieur de la maison. Finalement, les bruits sont arrivés jusqu'à l'intérieur, sans source apparente. Peu de temps après, des secousses ont commencé à ébranler la propriété. Un événement qui, une fois encore, semblait impossible aux yeux des hommes de science. Après un certain temps, de faibles chuchotements ont commencé à hanter la famille. Devenant de plus en plus forts avec le temps, ils hantaient les Bell et tous les visiteurs, faisant fuir la plupart des gens avant même qu'ils n'atteignent la maison. Après un certain temps, John Bell a décidé qu'il en avait assez. Il a fait appel à un prêtre pour essayer de purifier sa terre. Ce fut une grave erreur. L'esprit s'est moqué des tentatives insignifiantes du saint homme pour l'arrêter, et est devenu violent. Des tables et des chaises ont été jetées sur lui, alors qu'il tenait un crucifix et de l'eau bénite entre les mains. Se pourrait-il que Dieu lui-même soit impuissant face à ce monstre ? Le prêtre a survécu, mais a eu 6 points de suture et de nombreux os cassés. Ce que le prêtre avait fait a semblé mettre en colère la présence maléfique. Elle attaquait fréquemment la famille, soit en bougeant des objets inanimés, soit en les frappant avec une force invisible. À tout moment, cependant, la famille savait qu'elle était en danger. Comme on peut l'imaginer, la nouvelle de ces événements a circulé rapidement. Beaucoup ont visité la ferme pour voir s'il y avait vraiment des voix et des secousses, mais sont repartis rapidement après avoir ressenti l'un ou l'autre. Un courageux sceptique a choisi de rester une nuit et a été accueilli dans la chambre d'amis de la maison. Alors qu'il s'endormait, il a affirmé avoir senti une étrange présence se glisser à côté de lui dans le lit. Effrayé, il s'est empressé d'utiliser ses couvertures comme un filet et a poussé la présence dans la cheminée. Ce qui s'est passé ensuite est le plus fidèlement rapporté dans le journal de John Bell. J'ai été brusquement réveillé par le plus horrible des cris, venant directement de la chambre d'amis. En entrant dans la pièce, ils ont trouvé une traînée de sang s'éloignant de la cheminée et sortant de la pièce. Mais les cris ont persisté. Toute trace de doute avait été effacée de l'esprit de leur invité, qui a quitté les lieux d'un pas pressé. Comme la situation devenait de plus en plus pénible, la santé de John Bell a commencé à se détériorer. Il souffrait d'un certain nombre d'affections graves et inexplicables, allant de crises faciales à des nécroses internes. Le médecin lui a donné des médicaments pour aider à soulager la douleur de son agonie. Un jour, ils l'ont trouvé mort sur son lit. Il semblait que quelqu'un avait remplacé ces médicaments par du poison. Hypothèse qu'ils ont confirmée en les faisant manger de force à un chat. Même à ses funérailles, la présence ne s'est pas relâchée. Elle s'est moquée de la famille, se jouant d'eux et chuchotant des remarques sarcastiques comme « Je l'ai réparé ». Mais à ce jour, John Bell possède la seule nécrologie dans laquelle il est écrit qu'il s'agit d'un meurtre commis par un fantôme. On dit que si vous vous rendez dans la propriété, vous pouvez encore sentir une présence sombre et malveillante. Bien qu'elle soit nettement plus calme aujourd'hui qu'elle ne l'était au départ. Alors, qu'est-ce qui a fait de John Bell une cible ? C'était un homme apparemment normal, avec une famille apparemment normale. Mais pour une quelconque raison, la présence l'a hanté jusqu'à sa mort. Pourquoi a-t-elle fait autant d'efforts pour tourmenter et tuer cet homme ? Et pire que tout, qu'est-ce qui l'empêche de le reproduire ? Je vivais à côté de cet enfant qui avait toujours des bandages enroulés autour de sa tête, couvrant même son visage. Je me souvenais qu'il s'appelait Wilbur, un garçon de 12 ans, qui ne quittait jamais sa maison. Il regardait parfois par la fenêtre de sa chambre au dernier étage, tous les enfants qui jouaient dehors, tandis que Wilbur était assis et regardait. Je me souviens que ses fenêtres avaient des barreaux métalliques. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il puisse sortir par les fenêtres de sa chambre. Nous communiquions parfois en nous écrivant sur des petits bouts de papier, car Wilbur ne m'entend pas,
La fenêtre était verrouillée. Wilbur ne le fait que lorsque ses parents ne sont pas là, car ils sont bizarres. Sa mère et son père étaient ce genre de parents, qui étaient incroyablement fous de science et de chimie, selon Wilbur. Il est resté dans leur sous-sol et travaillait toute la journée et toute la nuit, sauf au moment où il devait donner à manger à Wilbur tous les jours. Maintenant, il ne le traite pas comme un animal. Ses parents étaient juste très occupés. Ils ont dit à Wilbur qu'il ne devrait pas sortir, pour entrer en contact avec qui que ce soit, jusqu'à ce que son visage s'améliore. Il m'a dit qu'il avait accidentellement glissé sur l'un des produits chimiques de ses parents, et qu'il était tombé la tête la première, ruinant son apparence. Et ses parents craignaient que les autres enfants du quartier se moquent de lui. Je me souviens qu'une fois, 2 enfants plus âgés lançaient des pierres et des cailloux sur ses fenêtres, riaient et pointaient Wilbur alors qu'il les regardait. Il m'a dit qu'il le faisait quelquefois, mais il y est habitué. Mais pour moi, c'est un gars formidable. Et il l'est encore aujourd'hui. Je ne suis jamais entrée chez lui, mais il m'a montré des trucs sympas qu'il collectionnait, comme des bandes dessinées. Il en avait plein, de Marvel à DC, en passant par d'autres bandes dessinées. C'était un grand fan des super-héros. Il a même dit qu'il se sentait comme un super-héros. Un être humain normal qui a été affecté par des produits chimiques dangereux, qui est devenu un super-héros puissant. Une fois, il a écrit sur un morceau de papier et l'a mis à sa fenêtre alors qu'il faisait semblant d'être un super-héros. J'avais une collection de figurines d'action et de jeux vidéo qui ont été donnés à Wilbur. Il m'a dit qu'il n'avait jamais joué à un seul jeu vidéo de sa vie. Ce qui était assez triste. Il m'a également dit que sa babysitter les lui avait enlevés, avant qu'il ne puisse y jouer, et les avait brûlés devant lui. Wilbur avait une méchante babysitter, nommée Miss Fitzgerald. Une grande dame méchante, qui n'aimait pas du tout les enfants. Cela a commencé avant que son visage ne devienne sali, m'a-t-il dit. Elle était fondamentalement le cauchemar de tous les enfants, avec toutes les choses que j'ai entendu dire qu'elle avait faites. Elle avait déjà gardé de nombreux enfants, et croyez-moi, ce n'était pas joli. Wilbur m'a dit que le dernier enfant qu'elle a gardé, une fillette de 4 ans, a vécu un enfer pendant 7 heures. Wilbur a déclaré que Miss Fitzgerald l'avait affamée et avait entouré son lit de quelques pièges à ours. Et la pire chose qui soit arrivée, les parents n'étaient pas au courant de son acte. Elle leur mentait, juste pour être payée. Toutes ces choses que j'ai entendues, c'est une femme sale et cruelle sans âme. Et maintenant, elle devait garder ce pauvre gars. Wilbur était assez vieux pour prendre ses propres décisions, sauf pour certains. Mais ses parents ont apparemment embauché une sorcière maléfique. Ses parents ont dû se rendre au Texas pour une convention scientifique. Alors Wilbur a été laissé seul avec elle. Une fois, j'écrivais quelque chose pour lui montrer, mais ensuite, j'ai vu Miss Fitzgerald, l'éloignant de force de la fenêtre. Et j'ai passé le reste de ma journée sans lui parler. Le lendemain, quand j'ai regardé par ma fenêtre pour voir Wilbur, j'ai vu quelqu'un allongé sur son lit. En regardant la tête enveloppée de la personne, j'ai frappé du poing sur la fenêtre, essayant d'attirer l'attention de Wilbur. Il s'est assis lentement sur son lit, essuyant les larmes de ses yeux. Il semblait pleurer, ce qui m'a fait réfléchir. J'avais un air inquiet sur mon visage, quand je vis des ecchymoses sur ses bras et ses jambes. Un ton sombre violet fané. Il est allé écrire quelque chose sur un morceau de papier. Puis, comme Wilbur avait fini d'écrire, il s'approcha de la fenêtre et appuya le papier sur la vitre. Ce qu'il avait écrit m'a terrifiée. Toute la situation était encore gravée dans mon esprit. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a écrit « Aidez-moi ». Ce qui a aggravé la situation, c'est que son écriture était griffonnée sur le papier et était presque illisible. Wilbur n'arrêtait pas de frapper à la fenêtre avec son autre main. Puis soudain, j'ai vu quelqu'un d'autre courir dans sa chambre à côté de lui. C'était elle. Tu sais qui. Elle avait quelque chose dans ses 2 grosses mains potelées. Dans une main se trouvait un citron, et dans l'autre une paire de ciseaux. Ce que Miss Fitzgerald a fait m'a encore plus terrifiée. Elle a couru vers Wilbur, saisissant sa tête, le tenant immobile. Je l'ai vu hurler de douleur et de peur. Alors je savais que je devais faire quelque chose. En même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Elle a utilisé les ciseaux pour couper les bandages, les a déballés de sa tête et les a jetés sur le côté. Ce que j'ai vu m'a presque fait vomir. Quelque chose m'a rendu malade. J'étais complètement choquée en voyant le vrai visage déformé de Wilbur. Toute sa tête était entièrement recouverte de bandages. Et ce qu'il y avait en dessous,
J'ai vu son visage, presque fondu, montrant une couche rouge foncée en dessous. Je ne pouvais qu'imaginer son visage ressemblant à du fromage fondu sur un cheeseburger. Tout le visage de Wilbur, même un de ses globes oculaires, était un peu brûlé. Les produits chimiques l'avaient gravement défiguré. Miss Fitzgerald a coupé le citron en deux avec les ciseaux, maintenant Wilbur sur son lit. Puis elle jeta les ciseaux sur le côté, à côté des bandages, et immobilisa la tête d'une main. De l'autre main, elle pressa une tranche de citron sur la tête de Wilbur, dans ses yeux, dans sa couche rouge de son visage. L'expression douloureuse de son visage, ses cris forts et étouffés, son visage piquant à cause de l'acidité du jus de citron. Elle a utilisé l'autre citron et l'a pressé à nouveau sur son visage, torturant Wilbur avec une douleur extrême. J'ai décidé de taper du poing sur ma fenêtre, ce qui était une mauvaise idée. Miss Fitzgerald regarda par la fenêtre de la chambre, droit sur moi. J'ai bondi en arrière. Elle m'a remarqué. Elle est sortie en courant de la chambre, poussant Wilbur alors qu'il hurlait de douleur et d'agonie. Je savais ce qu'elle allait faire, alors j'ai couru hors de ma chambre et j'ai couru en bas. La bonne chose à propos de cette situation était que mes parents ne savaient rien pour Wilbur, et le fait qu'ils étaient au travail depuis un petit moment. J'ai verrouillé la porte d'entrée, espérant que Miss Fitzgerald ne ferait pas irruption dans ma maison. J'ai cherché le téléphone de la maison, mais pendant que j'étais là, une forte détonation a retenti dans mes oreilles. J'ai regardé derrière moi vers la porte, remarquant son visage rouge et en sueur, et ses cheveux blonds bouclés. Avec son regard, je savais qu'il allait y avoir des problèmes. Elle n'arrêtait pas de frapper à la porte, criant presque à tue-tête, alors que je cherchais le téléphone. Je l'ai finalement repéré, à côté du canapé de la table du salon. J'ai couru vers lui, composant le 911, alors que le son des cris menaçants de Miss Fitzgerald se faisait entendre de l'extérieur. Attendant quelques sonneries, j'entends enfin la voix de l'opératrice. La salutation habituelle d'une opératrice du 911. J'ai commencé à expliquer toute la situation du début à la fin, aussi rapidement et clairement que possible. Ils m'ont dit d'attendre patiemment, car la police arriverait bientôt chez moi. Il a fallu quelques minutes à la police pour arriver chez moi. Non seulement ils sont arrivés, mais mes parents sont également rentrés plus tôt du travail. Apparemment, ils ont reçu un appel de la police, expliquant ma situation. Et ils ont donc décidé de rentrer à la maison. Mes parents étaient extrêmement inquiets et effrayés. Ils m'ont posé plus de questions à ce sujet que la police. J'ai dû tout expliquer. D'être amie avec Wilbur, à la façon dont ses parents l'ont laissé avec une babysitter abusive. Et à ce qu'elle a essayé de faire. Environ 1 heure plus tard, un policier est venu me voir. Il avait quelque chose à me dire sur les horribles atrocités qui se sont déroulées à côté. La vérité sur la babysitter, les parents et Wilbur était vraiment choquante. D'après les preuves qu'ils ont trouvées, les parents de Wilbur n'étaient pas du tout ses vrais parents. Ils ont adopté Wilbur d'un orphelinat hors de la ville, seulement pour réaliser une expérience sur lui. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé au Texas, pour se cacher. La babysitter, Miss Fitzgerald, faisait également partie de l'expérience. En fait, Wilbur n'était pas le premier enfant à être adopté par les scientifiques. Ils avaient fait des expériences illégales sur ces orphelins. Et c'était pour découvrir combien de douleurs un enfant peut supporter avant de mourir, en fonction de la cause du décès et de l'âge de l'enfant. 38 enfants âgés de 2 à 13 ans ont été portés disparus. Et Wilbur était l'un d'entre eux. Il y avait des caméras de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. À l'heure actuelle, ils ont arrêté Miss Fitzgerald pour cruauté envers les enfants et la mort de nombreux enfants. Et sont sur l'affaire pour retrouver les 2 scientifiques. J'étais amie avec quelqu'un qui aurait été tué si je n'avais pas appelé la police. Apparemment, Wilbur a également essayé de mentir sur tout ce qu'il m'avait raconté. Il essayait de se protéger. Il a été envoyé dans une nouvelle famille de confiance. Un couple marié qui vivait hors de la ville. Depuis, je ne l'ai jamais revu, jusqu'à maintenant. 20 ans plus tard, je suis allée dans un bar pour me prendre quelques verres tout seul. Lorsqu'un homme s'est approché de moi. « Tu te souviens de moi ?» dit-il. Cet homme familier me souriant. J'ai souri en retour, réalisant combien de temps cela faisait depuis la dernière fois que j'avais vu Wilbur. En fait, il ressemblait maintenant à un homme gentil et en bonne santé, sans ses bandages. C'était un homme aux cheveux bruns, avec des yeux bleu ciel. Il ressemblait presque à un parfait inconnu. Après cela, nous avons parlé et bu quelques verres. Nous parlons enfin en personne.
Wilbur et moi savions que personne n'essaierait de nous séparer. Les scientifiques et la babysitter sont probablement enfermés en ce moment. Après tout, je ne pouvais toujours pas m'empêcher de penser au fait que cet homme aurait été tué si je n'avais pas aidé à lui sauver la vie. J'ai grandi à Beaune, en Bourgogne. La ville est principalement connue pour ses vignobles et ses hospices, qui apparaissent notamment dans la Grande Vadrouille avec Bourvil et De Funès. Jusqu'à mes 11 ans, et mon entrée au collège, ma famille et moi vivions dans le quartier des Échaliers. Et j'allais à l'école primaire du même nom. Celle-ci était littéralement à 50 mètres de chez moi. Et je n'oublierai jamais le petit bateau pirate installé dans la bibliothèque. Une attraction qui faisait la jalousie des autres établissements de la ville. À cette époque, j'adorais l'école. Et nos professeurs étaient extraordinaires. Nous avons eu régulièrement droit à diverses sorties culturelles. Ce qui ne manquait pas d'animer nos journées. Surtout que nous étions trop heureux de troquer nos cours contre une activité en extérieur. C'était tantôt une visite au musée, tantôt un film au petit cinéma, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais il y a une sortie qui m'a marqué plus que les autres. C'est celle au lac Joigneau. Il se situe à moins de 10 minutes à pied de l'école. Et d'après mes souvenirs, nous y sommes allés pour observer la faune et la flore autour du lac. Enfin, c'était surtout un prétexte à l'amusement pour nous autres enfants. Néanmoins, malgré la bonne humeur générale et le temps radieux, c'était le printemps, la période des premières sorties en plein air. Quelque chose me dérangeait. J'ai tout de suite su ce que c'était. Cela se situait derrière moi, la maison du lac. Celle-ci ressemble à un cube posé sur une dalle de pierre surélevée. Elle comporte un étage, avec une grande terrasse, et fait très 19e siècle dans son architecture. À l'époque, il manquait une des rambardes de la terrasse au premier étage, et l'édifice semblait abandonné, ce qui me mettait mal à l'aise. Personne d'autre que moi ce jour-là ne semblait prêter la moindre attention à la bâtisse. Et malgré le soleil, la maison semblait rester dans une sorte de pénombre, ce qui aurait très bien pu s'expliquer par son large toit et les grands arbres alentour. Cependant, j'avais la sensation qu'il y avait autre chose. Quelques années se sont passées avant que la maison ne revienne dans mes pensées. J'étais désormais au collège, et lors d'une discussion hautement intellectuelle sur le paranormal, j'ai demandé à mon cercle d'amis si eux aussi connaissaient la maison du lac, et son étrange aura. Un seul de mes camarades la connaissait, et forcément, il a ajouté que celle-ci était hantée par le fantôme d'une femme, qui apparaîtrait certains jours à la fenêtre gauche du premier étage. L'effet escompté fonctionnait, puisqu'on a continué à se faire peur en jouant à qui a mieux en matière de phénomènes étranges et rencontres paranormales. J'étais adolescent, et l'existence de la maison ne me reviendrait en tête que bien des années plus tard. Il y a quelques mois, je suis repassé dans ma région, et j'en ai profité pour me rendre à Beaune. Après avoir flâné dans les rues, je me suis naturellement retrouvé devant la mairie, et je me suis alors souvenu de la maison du lac. À cet instant, je me suis décidé à tenter ma chance au service des archives, afin de savoir si la ville ne possédait pas quelques informations au sujet du mystérieux bâtiment. J'ai ainsi appris que le lac avait été créé en 1897, dans le but d'y pratiquer la pêche, la baignade en été et le patinage en hiver. Les bords avaient été aménagés, et on avait construit la fameuse demeure, pour y accueillir la buvette ainsi que diverses grandes salles. Le déclin des lieux avait débuté dans les années 30, à partir desquelles les propriétaires de ceux-ci s'étaient succédés. Toutes ces informations sont d'ailleurs disponibles en ligne, avec davantage de détails. Mais rien dans tout ça ne semblait indiquer un quelconque événement mystérieux, capable d'éclaircir mes souvenirs de jeunesse. Devant mon air quelque peu déçu, une des documentalistes m'a demandé ce que j'espérais trouver dans ces documents. Je lui ai alors parlé de la maison, et du sentiment étrange que celle-ci m'avait procuré étant enfant. Stupéfaite, elle m'a raconté que la maison avait fait l'objet de pas mal de rumeurs dans les années 80, et qu'elle était prétendument hantée. Là encore, on disait qu'une femme pouvait être aperçue à la fenêtre gauche du premier étage. Mon interlocutrice m'a apporté davantage de détails sur la légende, en me faisant part d'une histoire que les jeunes de l'époque racontaient. A priori, le lac était apparemment un lieu prisé de l'avant-guerre, et beaucoup de familles venaient profiter de l'atmosphère festive. Une femme,
qui d'après les dires se serait appelée Joséphine, y venait tous les week-ends avec son mari et leur unique enfant. Il n'était pas rare de la voir accoudée à la balustrade de l'étage, faisant de grands signes à son fils qui s'amusait alors sur le lac avec ses amis. Mais ce bonheur s'était assombri, lorsque pendant la Grande Guerre, elle avait perdu presque coup sur coup son fils de la tuberculose et son mari sur le champ de bataille. Joséphine avait dépéri en quelques mois, avant de mourir à l'hôpital. Et selon la légende, ces derniers mots auraient évoqué les temps heureux passés autour du lac. Dès lors, l'atmosphère du lac de Joigneau n'a plus été aussi joviale qu'auparavant, la guerre étant aussi passée par là. L'endroit n'attirait plus vraiment, et une succession de réglementations avait fini par mettre à mal l'endroit. De ce fait, les propriétaires ne restaient jamais longtemps les mêmes. Des rumeurs racontent également qu'au début des années 50, l'une des balustrades du premier étage se serait effondrée. Celle-là même où se tenait Joséphine auparavant, entraînant dans sa chute un petit garçon de 10 ans. Par la suite, la propriété du lac a accueilli un centre hippique, durant quelques années. Mais là encore, quelques problèmes sont apparus. Contre-performance, myosite, teigne, et de nouveau, la maison a changé de propriétaire. On raconte aussi que les portes de l'étage seraient capables de se verrouiller et de se déverrouiller toutes seules, et qu'il y ferait constamment froid. De nos jours, alors que la bâtisse a été entièrement rénovée en 2006, son propriétaire actuel aurait toutes les peines du monde à trouver un locataire, aussi bien régulier que saisonnier. Mon interlocutrice a terminé son récit, en m'expliquant qu'autrefois, dans les cours d'école, on se faisait peur en se disant que l'apparition du spectre de Joséphine à la fenêtre de la maison du lac prédisait la mort d'un être cher. Au moment où j'écris ce message, nous sommes le 7 avril 2020. J'habite désormais à Paris, et je suis confinée chez moi. J'ai recherché sur Google des images de la maison du lac de Joigneau à Beaune. Il n'en existe que 2. Une seule est prise de face avec les fenêtres de l'étage visibles. Et les volets de la chambre de gauche sont entr'ouverts. Nous sommes en pleine pandémie de coronavirus. La photo date du 6 avril. Et je vois quelqu'un à la fenêtre du premier étage. Saviez-vous que les égouts de Paris sont composés de plus de 2500 km de galeries ? Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Aaron Grecovi, et je suis biologiste. Je compte envoyer ce rapport, ou cette étude, au ministère de l'Environnement. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai toujours été passionnée par la faune qui peut se développer dans les égouts parisiens. La plupart des animaux qui y atterrissent ne devraient normalement pas être là. Logique. Seulement, beaucoup survivent, et arrivent à s'adapter à ce nouveau milieu de vie. Comprenez bien que même si c'est un peu ragoûtant, pas mal de nos déchets sont comestibles, et plutôt nourrissants. Sans compter les sources de provisions naturellement présentes, comme les rats par exemple. Relativement faciles d'accès, les égouts accueillent aussi des SDF. La température n'est pas désagréable, et c'est couvert. Et l'endroit offre un abri confortable, comparé aux rues gelées, lors des froides nuits d'hiver. Il faut juste faire abstraction de l'odeur que dégagent les eaux usées, où flottent toutes sortes d'objets. Vous seriez étonné de voir tout ce que les gens jettent dans leurs toilettes. Passons. Je suis membre d'une association bénévole, qui récolte des vivres afin de les distribuer aux plus démunis. Jeff se présentait là chaque jour. À l'entrepôt avait lieu la distribution journalière. Un homme avec un cœur d'or. Il s'est endetté pour payer les frais médicaux de sa femme malade. Mais celle-ci est finalement décédée, et incapable de rembourser, il a été mis à la rue. Ça faisait 3 jours qu'il ne venait pas. Alors j'ai pensé qu'il était malade. J'ai pris quelques rations que j'ai fourrées dans un sac, et je me suis dirigée vers la voie d'accès des égouts. Nous sommes en novembre, et c'est la période où les sans-abri commencent à descendre. Ils forment un groupe soudé et solidaire. C'est admirable de constater que malgré leur situation, ils restent bons et généreux. J'ai demandé où est-ce que je pouvais trouver Jeff. Un homme d'âge mûr s'est levé et m'a désigné un tunnel sombre. Il m'a appris que celui que je cherchais avait disparu depuis quelques jours, et que la dernière fois qu'il avait été vu,
C'était entrant là-dedans. Il avait tenté quelques recherches, en vain. Je lui ai donné quelques rations, et je suis entré dans le souterrain. Rapidement, il y a fait noir comme dans un four. J'ai pris mon téléphone et allumé la lampe torche. Les eaux croupies s'écoulaient à côté de moi dans un clapotis régulier, et des rongeurs parcouraient l'endroit. Leurs petites griffes grattaient sur le sol, produisant un bruit oppressant. L'ambiance était vraiment glauque. J'ai appelé Jeff à 2 reprises, sans réponse. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ? J'espérais qu'il ne lui était rien arrivé. Plus j'avançais, et plus l'odeur qui se dégageait de l'endroit était épouvantable. Un mélange de viande pourrie et de déjection. Même si ce n'était pas extrêmement important, je tiens à signaler qu'une angoisse profonde commençait à monter en moi. Je suis claustrophobe, et la très faible luminosité n'arrangeait rien. Alors que j'envisageais de rebrousser chemin, j'ai marché sur quelque chose de mou. J'ai baissé les yeux et un frisson m'a parcouru. Un énorme rat, mort, coupé en 2. La partie inférieure de son corps manquait. Quelle créature aurait donc pu sectionner un rat de cette manière ? Je tremblais. Une nouvelle fois, j'ai hurlé le nom du disparu à plusieurs reprises. Un rugissement caverneux, ressemblant presque à un sifflement, a soudainement répondu à mes appels, se répercutant dans la galerie jusqu'à mes oreilles. Un grand bruit d'éclaboussure s'est alors fait entendre. J'ai immédiatement fait volte-face et pris mes jambes à bon cou. Je ne tenais pas vraiment à connaître l'identité de l'animal en question. Je n'avais parcouru que quelques mètres quand j'ai dérapé. Je me suis étalé de tout mon long. Et c'est quand j'ai vu ce qui avait causé ma chute que j'ai réalisé que j'étais réellement en danger. Un bras, en lambeaux. Le membre était complètement déchiqueté, et du sang avait coagulé sur le sol. On m'a interpellé. Toujours allongé sur le sol, je me suis péniblement relevé. C'était un homme de l'agence de dératisation parisienne. Je lui ai sommé de faire demi-tour aussi vite que possible, terrorisé. Il a essayé de me calmer, et a commencé à chercher la source de ma peur. Il s'est approché de l'eau. Bon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Quelque chose a bondi de la rivière artificielle à une vitesse inouïe, et lui a happé le bras. Un craquement terrible a retenti dans l'air. La scène qui se déroulait sous mes yeux était tout simplement irréaliste. La créature de l'égout n'était autre qu'un crocodile. Sauf que le saurien, toujours à moitié immergé, était grand. Beaucoup trop grand. J'ai rapidement estimé sa taille à 8 mètres, si ce n'était plus. Le dératiseur hurlait à plein poumon. Sous la pression des mâchoires du gigantesque reptile, son bras se disloquait. Et s'est finalement détaché. J'ai cru que ça suffirait à l'animal. Quelle erreur. Il est revenu à la charge, et a saisi l'homme par les jambes, jusqu'au bassin. Entre 2 cris de douleur, celui-ci me suppliait de l'aider. Il agitait son bras amputé, et saignait abondamment. Je l'entends encore me demander de l'aide. Ça me hantera sûrement jusqu'à mon dernier souffle. Mais mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai fait le choix de le laisser là et de m'enfuir. De toute façon, il était sûrement bien trop tard, et je ne pouvais rien faire. Du moins, j'essaie de m'en convaincre. Dans ma fuite, je me suis retournée, une dernière fois. Je n'aurais pas dû. Voyez-vous, les crocodiles n'ont pas la capacité de mâcher. Ils avalent des morceaux entiers. Alors pour détacher des morceaux de chair de leurs victimes, une fois saisis, ils roulent sur eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui était en train d'arriver au pauvre homme. Votre imagination s'en occupera. Essayant d'oublier les hurlements, qui se sont bientôt arrêtés assez soudainement, je suis arrivé au bout du tunnel. J'ai couru jusqu'à mon domicile aussi vite que possible. Comme si la créature allait me poursuivre. C'était il y a 2 heures. Depuis, j'ai appelé la police et fait quelques recherches avant de rédiger ce rapport, que je déposerai dès que possible aux autorités compétentes.
J'ai appris avec une émotion certaine que ces 6 derniers mois, plus d'une dizaine de disparitions de personnes liées aux égouts, par leur travail ou autre, étaient à déplorer. Si vous écoutez ce message, laissez-moi vous donner un conseil. Cessez de jeter n'importe quoi dans vos sanitaires, éviers, lavabos et autres points d'eau. Vous n'avez aucune idée de ce que vous nourrissez.